D'abord pour dire le grand plaisir que j'ai à renouer avec le banquet, où j'ai eu le grand plaisir de siéger il y a quelques années avec un autre poète qui était James Sacré. Je suis très très heureux de vous retrouver. Il a été beaucoup question de famille ce matin, avec toute la joie que procure ce mot de famille, mais enfin un poète comme Musset a parlé du nid mystérieux des familles. Et puis une certaine pratique du cinéma me fait toujours un peu peur quand on prononce la famille à l'italienne, la famiglia, on a un peu l'impression qu'il s'agit d'une mafia. Et donc je sais bien que ce n'est pas le cas ici, mais au fond ma fréquentation irrégulière mais attentive me fait dire que je suis très heureux d'imaginer, puisque chacun se donne un rôle, nous avons fait connaissance avec le nouveau gendre, j'aimerais beaucoup être le fils adoptif. Ça permet d'éviter la généalogie et sa tutelle verticale, et ça donne une certaine liberté tout en étant dans le domaine de l'affect. Donc, merci d'accueillir le bâtard, que se vit très bien comme bâtardise. Gide nous a prouvé que c'était le lieu de la liberté. Un autre mot pour dire combien parler après Jean-Yves est tout à la fois une chance et une grande difficulté. Une chance parce qu'il a ouvert absolument ce matin par une conférence magistrale l'état des lieux et une sorte de panorama, et une difficulté parce que j'ai vraiment l'impression, je regardais mes propres prises de notes, que j'allais faire au mieux quelques extensions ou quelques exemplifications de ce qu'il a pu expliquer. Et ce sera donc une exemplification en première personne qui vous permettra soit de revenir sur ce qui a été vu ce matin, soit de pouvoir l'étoffer de quelques exemples. Ainsi posé, et avec une modestie qui n'est pas que feinte, j'ai souhaité parler d'écriture critique, écriture poétique, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui d'ailleurs a été pointé ce matin sur le ressaisissement de l'acte de création dans la critique, quel est son sens, qu'est-ce qu'il peut valoir, et également sur l'expérience que je me trouve faire du fait que on écrit de la critique et puis on écrit de la poésie. Est-ce qu'il y a un rapport entre le fait qu'on écrive de la critique sur la poésie et le fait qu'on écrive de la poésie? Est-ce que l'un alimente l'autre? Est-ce qu'il y a une manière de lire, d'ailleurs, qui pourrait se dégager de tout ça? Alors c'est à peu près le trajet que je vous propose, sous forme plutôt d'un témoignage que d'une théorie, peut-être parce que je ne suis capable que de cela, mais parce qu'au fond, je crois qu'il faut travailler avec la pratique réelle de sa propre expérience. Vous dire comment, chez moi, progressivement, un certain type d'écriture critique s'est décalé, et peut-être que j'ai l'impression que mon écriture poétique en tire un certain bénéfice, le tout au service de ce qui me semblait être l'enjeu fixé par nos rencontres, qui est finalement qu'est-ce que lire et qu'est-ce que lire un poème. Et c'est peut-être ça que je vais essayer de développer à travers un parcours qui sera essentiellement à la première personne, mais cette première personne n'est pas là pour encombrer, mais simplement pour dire que ce témoignage est le témoignage d'un praticien, et c'est comme ça que, praticien de la critique, praticien de l'écriture, et c'est comme ça que je souhaiterais envisager les choses. Peut-être au fond, cette question des rapports entre l'écriture critique et l'écriture poétique, qui me préoccupe beaucoup, n'a-t-elle aucun intérêt que pour moi, mais soit l'obsession, parce que c'est une véritable obsession depuis que je m'y consacre un peu attentivement, révèle un intérêt caché que peut-être ensemble nous pourrons trouver, et il y aurait là une piste de réflexion et de préoccupation vraiment intéressante, soit c'est l'autre hypothèse, il s'agit véritablement d'une névrose personnelle, mais au moins le fait d'en témoigner devant vous me servira de thérapie, et je vous en remercie d'avance. Partons d'abord de l'état des lieux dans la création contemporaine. Il me semble qu'il y a un enjeu à prendre en considération, l'état de la critique. Jean-Yves en a parlé ce matin, Jean-Yves Masson en a parlé de ce matin, en rappelant le moment de surplomb théorique qui peut-être a pesé sur l'écriture poétique. Je souhaiterais le prendre dans un autre cheminement, en rappelant tout simplement que, on l'oublie parfois, mais tout poète débutant, à un moment ou à un autre, se frotte à la critique. Et c'est toujours frotter à la critique, ne serait-ce que parce que pour exister dans les revues, pour se manifester, c'est souvent par le biais de la note de lecture. Le premier texte qu'on prend de vous, c'est une note de lecture, c'est une critique sur un recueil, c'est une réflexion sur tel ou tel auteur, si bien que très souvent, les poètes débutants sont aussi ceux qui, dans recueil, dans la NRF, dans les lettres françaises, écrivent sur les auteurs qu'ils admirent ou rendent compte des œuvres des autres, tout en essayant de pratiquer l'écriture. Il y a un phénomène qui est peut-être nouveau historiquement, qui est le lien entre l'écriture critique, non pas journalistique, mais de recherche, et la création littéraire. On le sait, la plupart des écrivains, beaucoup d'écrivains et beaucoup de poètes sont aussi des
des enseignants, très souvent des chercheurs, et effectivement, dans la trajectoire de quelqu'un comme moi, il y avait tout à la fois les balbutiements dans la NRF de Jacques Réda ou dans la revue Recueil de Jean-Michel Maupoy, des premières notes de lecture, en même temps qu'on pratiquait, comme tout un chacun, comme tout étudiant, une écriture critique quand on faisait des études de lettres, par le biais de ce qui, à l'époque, s'appelait la maîtrise, et non pas le master, ou bien de la thèse. Et donc chacun a une écriture critique scientifique, dont il apprend les rôles et les codes, en même temps qu'il a une écriture critique qui est plutôt journalistique, de réception, d'auteur à auteur, et en même temps qu'il a sa propre œuvre de création. Bien des poètes sont des universitaires, et cela se traduit aussi dans, je crois, un certain type d'inflexion qui est loin d'être inintéressante et que je ne souhaiterais pas rejeter, qui peut donner le meilleur. Je pense ici, et je souhaite en plus saluer sa mémoire, à quelqu'un comme Michel de Guy, qui est pour moi tout à la fois un très grand intellectuel, un très grand philosophe, un très grand critique et en même temps un très grand poète, mais dont on voit bien les effets de contamination d'une manière d'écrire. Sa manière d'écrire de la poésie elle-même est tout entière pleine, nourrie au fond d'un lexique parfois inattendu dans un certain type de poésie, qui est le lexique de l'intellectuel, qui est le lexique de l'universitaire. D'autres poètes universitaires, ils sont nombreux à l'être dans la génération, font parfois de l'objet de leur recherche l'objet même de leur réflexion esthétique et de leur création. Il y a une sorte d'élaboration par la thèse d'une sorte de recherche d'un art poétique qui ne va pas sans enjeu personnel et peut-être immédiat. Cette unité entre l'activité intellectuelle et scientifique, comme on l'appelle, et l'activité de création plus personnelle est parfois particulièrement innovante, et je crois qu'on peut le prouver avec quelqu'un comme Michel de Guy. À mes yeux, lorsque j'étais étudiant, j'ai eu le sentiment d'une démarche qui pouvait aussi risquer d'être plus spéculaire que spéculative, plus en recherche de soi à travers les textes qu'au service des textes qu'on devait étudier. L'avertissement m'en a été donné par quelqu'un qui a été mentionné ce matin, qui est Henri Méchonic, qui, au moment même où il relisait le travail que j'avais effectué en DEA, c'est-à-dire l'équivalent du Master 2, sur Gustave Roux, dont il a été aussi question ce matin, l'un des maîtres d'écriture de Philippe Jacotet, il était évident pour moi, mais j'étais évidemment dans mon jeune âge un peu aveuglé par cela, que la proximité dans le rapport au temps, au corps, à l'inscription du corps dans le paysage, à la fascination du corps, à la clé mystérieuse du corps dans le paysage comme clé du poétique et un certain usage de la prose, était en fait un maître d'écriture indéniable pour moi. Au point que, plutôt que d'analyser, comme on me le demandait à l'université, l'écriture de Gustave Roux, je la célébrais, l'imitais, dans une critique assez mimétique, en recherche de mon propre art poétique. Henri Méchonic, avec une lucidité qui ne manquait pas de cinglant parfois, a attendu la soutenance pour me le dire, ce que j'ai évidemment très mal pris à l'époque, mais j'ai entendu l'avertissement, et c'est pourquoi j'ai choisi, plutôt que de faire comme certains de mes admirations ou certains de mes maîtres, de prendre un objet qui soit vraiment très proche, immédiatement de moi, de prendre un objet de recherche qui me permettait peut-être le minimum de distance, qui m'évitait de me plonger trop radicalement ou de projeter trop radicalement ma propre ombre et mes propres interrogations personnelles d'écrivain sur l'œuvre que je voulais essayer d'étudier et sur laquelle je voulais essayer d'avoir une capacité de distance, de recul et d'analyse un peu plus juste. Évidemment, le choix d'Aragon était double. Il me permettait tout à la fois de prendre un très grand auteur, mais un auteur dont je n'admirais pas tout, un auteur dont les prises de position, ça et là, ne correspondaient pas à une adhésion immédiate de ma part, et où j'ai eu l'impression finalement d'avoir une liberté plus grande pour avoir un regard qui puisse être universitaire et pas seulement un regard d'empathie, voire de fusion ou de confusion. Bon, si j'étais très honnête, je vous dirais que, comme toujours, lorsqu'on se penche sur un objet d'étude, la familiarité qui n'était pas immédiate devient finalement une autre type de familiarité. L'admiration qui était réelle est devenue encore plus grande à mesure qu'on y travaille. Au fond, à la fin, se retrouve une sorte de confusion avec son objet. Mais qu'elle soit terminale et pas initiale m'a paru être l'occasion pour moi de construire une certaine forme de liberté. Je crois qu'il y a donc
à prendre en considération dans la création contemporaine ces effets de contamination et de superposition de modalités d'écriture que tous nous pratiquons et qui sont dans des champs différents mais qui peuvent très bien se contaminer, mais parfois aussi, je le crains, se tétaniser lorsque, encore une fois, l'écriture de recherche se fait un peu trop spéculaire. Devant ces modalités différentes, il se trouve qu'à mesure qu'on progresse dans le travail de rédaction, on finit aussi par pratiquer un type d'écriture plutôt qu'un autre. Là encore, simplement à titre de témoignage, comme tout étudiant et comme tout universitaire ayant fait une thèse, on est très vite sujet à faire des interventions dans des colloques, dans des revues universitaires spécialisées. Et donc on écrit sur la poésie dans un certain type d'écriture universitaire qui a ses codes, ses protocoles, ses légitimations. Dans le même temps, à mesure qu'on est un peu plus reconnu, on vous sollicite de plus en plus pour pratiquer de la critique, et donc on fait une autre forme de critique qui ne s'écrit pas dans les mêmes modalités et qui dit quelque chose de la poésie autrement, dans le cadre des revues, voire quelquefois par miracle, parce que les rares endroits où la critique de poésie peut exister dans les journaux, c'est lorsqu'on fait appel à un poète pour en parler, ce sont des épiphénomènes, mais il arrive qu'on écrive dans la presse. Et donc c'est un autre type d'écriture critique, en même temps qu'on continue à écrire sa propre poésie. Et il me semble que là encore, il y a quelque chose à réfléchir sur ces différentes contaminations. Le bilan, après bien des années, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais pour ce qui concerne les modalités et les types de pratiques d'écriture, aujourd'hui, où en suis-je? J'en suis à pratiquer très très fréquemment, j'y reviendrai un peu longuement parce que c'est important, une écriture critique de poésie dans une chronique de poésie qui fait que mon activité principale, ce pourquoi je dois écrire chaque mois, c'est de devoir produire la chronique de poésie en 16 000 signes dans la revue Europe. Donc je dois lire de la poésie chaque mois au-delà même de mes goûts pour produire à chaque numéro d'Europe 16 000 signes, et 16 000 signes c'est beaucoup, c'est 6-8 pages, c'est autre chose qu'un article de journal, d'analyse de poésie. Par ailleurs, j'écris de la poésie, elle par intermittence, absolument pas avec cette commande et cette régularité. Et pour ce qui concerne, je l'avoue volontiers, sans que j'en sois fier, mais je le reconnais, pour ce qui concerne la critique de type universitaire, je dois avouer en avoir épuisé absolument les charmes et à m'être rendu incapable de produire, à la dernière invitation qui m'a été faite dans un colloque universitaire, un article de type universitaire. Encore une fois, je ne voudrais pas dire du tout le moindre mépris ou la moindre hauteur ou la superbe arrogance facile de celui qui se prend pour un créateur aujourd'hui par rapport à cette modalité d'écriture. Je la respecte infiniment. Je crois qu'il est normal, lorsqu'on est dans une démarche d'analyse scientifique, de citer notamment tous ceux qui vous ont précédé sur telle ou telle démarche. Mais c'est vrai que, par exemple, ce protocole rhétorique nécessaire, qui est d'honnêteté intellectuelle, m'est devenu absolument fastidieux. L'idée que je doive d'abord, avant de dire la moindre chose, par exemple, Aragon a été un auteur de la Résistance, c'est tout juste, je caricature à peine, si je ne dois pas dire, comme l'ont dit déjà Pierre Segers dans La Résistance et ses poètes, etc., etc., une note de bas de page en n'oubliant pas qu'un tel l'a dit auparavant. Bref, cette manière d'avancer constamment en rappelant l'état de la recherche initiale pour pouvoir dire sa recherche ensuite, me paraît d'une grande légitimité, d'une grande honnêteté intellectuelle, mais assez tétanisant, surtout quand on la pratique depuis 20 ou 30 ans, pour n'avoir plus envie, avoir envie d'écrire un peu plus directement, un peu plus librement. D'autre part, il y a des protocoles qui sont des protocoles de vérification de la légitimation, qui fait qu'on ne peut pas faire appel à une simple intuition si elle n'est pas un peu démontrée et prouvée, alors que l'un des plaisirs de l'écriture, c'est évidemment la capacité à bifurquer. Et je crois que si nous écrivons, c'est d'abord, enfin, si j'écris pour ma part, c'est d'abord de ne pas savoir ce que j'écris, de découvrir ce que je pense par le fait même d'écrire. J'ai l'impression que la critique institutionnelle est une critique qui met en ordre une pensée déjà construite et qui rarement s'autorise des sauts et gambades ou les embardées qui permettent à la pensée de s'inventer. Et c'est tout à fait normal. Il s'agit en fait d'une trace d'une recherche, beaucoup plus que d'une recherche en acte. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé les biais et les parois. Et donc, il est vrai que, d'une certaine façon, des trois modalités d'écriture que j'ai pu pratiquer dans ma jeunesse, il en reste plutôt deux. Mais je suis certain que la deuxième, l'écriture dite journalistique ou de compte-rendu, a été nourrie, informée
est peut-être structuré et a connu aussi une certaine rigueur intellectuelle grâce au bénéfice des études. Encore une fois, je ne peux surtout pas dire du mal ou disqualifier un protocole rhétorique qui est aussi un protocole d'honnêteté intellectuelle. Alors, il se trouve que je suis maintenant, depuis de nombreuses années, assez nombreuses quand même, depuis plus de 12 ans, en charge, par rapport à ce qui a été dit ce matin, de rendre compte de ce qui me plaît ou de ce qui me convient ou de ce qui m'a intéressé dans la production mensuelle que je peux recevoir de poésie. Je ne reçois pas tout, mais j'en reçois beaucoup. Et je dois rendre compte de cela et je dois écrire là-dessus, en même temps que, par ailleurs, il m'arrive d'écrire de la poésie. Et je me suis demandé quelles étaient les interférences qui pouvaient exister entre l'une et l'autre. D'abord, pourquoi, au fond, écrire de la critique poétique? Une chose est certaine, nous sommes très libres quand on écrit sur la poésie, en ce sens que, là encore, je ne fais que croiser ce qui a été dit ce matin, nous n'avons aucune espèce d'incidence économique que ce soit. Aucune. J'ai beau écrire 16 000 signes, ce qui est beaucoup, sur tel ou tel recueil, il n'y a pas la moindre prescription ni la moindre influence sur le lectorat. Cette information ne change pas la nature de la commande ou de la lecture. La seule fois de ma vie où j'ai vraiment eu le sentiment d'être prescripteur et de jouer un rôle économique, c'est assez récent. C'est pour un poète dont je vous recommande vivement la lecture tant j'ai été ébloui de le découvrir, un poète tout à fait méconnu parce que suicidé à 27 ans en Russie, qui s'appelle Boris Rigi, qui a été traduit par Jean-Baptiste Parra pour les très belles éditions Chênes, et dont le recueil, dont vraiment, si je servais au moins à vous donner quelques titres et quelques invitations à la lecture, j'en serais content, qui s'intitule « La neige couvrira tout », m'a absolument ébloui et bouleversé. J'en dis juste un mot, ce jeune poète est un poète qui, né dans les années 70, a eu sa jeunesse qui a correspondu avec l'effondrement de l'Union soviétique, dont il n'avait pas la moindre nostalgie, au sens où il n'était pas dans l'ostalgie ou ce genre de choses, mais qui correspondait avec la stabilité de son enfance. Et il a connu ses premières années universitaires avec des amis qui, tous dans la région de l'Oural où il habitait, quittaient l'université parce qu'on ne pouvait plus survivre, parce que c'était une période de très très grande crise économique, et tous ses amis devenaient mafieux ou chefs ou chauffeurs de mafieux, et tous sont morts devant lui dans les fusillades invraisemblables et le pandémonium épouvantable qui avait suivi la dictature, parce que ça a été une période de pandémonium. Et il est le témoin, d'une certaine façon, de l'effondrement d'un système, du sentiment de ne plus rien comprendre à son existence, et toute son œuvre porte la trace du suicide qui va venir, parce qu'il va finir par se suicider devant la disparition absolue de la totalité de sa génération dans une violence d'une autre nature que politique, mais qui est la violence de cette espèce d'effondrement général d'une économie et d'un système. Par ailleurs, c'est une poésie lyrique, d'un intense lyrisme. Il se trouve que, ébloui par cette découverte, vraiment en traduction, j'ai, après avoir fait une chronique, eu la chance de pouvoir faire passer, et je sais que Jean-Yves, nous avons fait ensemble cette espèce d'aventure, dans un magazine très grand public, qui passe même pour populiste aux yeux de certains, qui était le magazine Marianne, qui pendant quelques semaines, quelques mois, a pu être tenu par une rédaction en chef culturelle qui était d'une audace folle. Publication d'une pleine page sur un poète traduit, un poète inconnu, russe, suicidé, traduit, vraiment rien pour être vendu. Mais une pleine page, et j'ajoute une pleine page avec la photographie de cet archange blond absolument superbe, avec une légère balafre un peu rimbaldienne, enfin une figure rimbaldienne. Là, il se trouve que les éditions Chênes m'ont dit on est obligé de rééditer très rapidement. C'est ma grande gloire, hein, mais c'est la seule fois de ma vie, depuis 15 ans que j'écris tous les jours, enfin, toutes les semaines quelque chose, que j'ai eu une incidence sur les ventes. Et parce que c'était un média qui n'était pas les médias des revues spécialisées. Donc nous n'écrivons sans doute pas pour prescrire quoi que ce soit. Il y a un enjeu très important, et là encore je ne peux que m'inscrire dans la foulée, si j'ose dire, de ce qui a été dit ce matin, c'est que nous écrivons d'abord pour rendre compte d'une lecture. Et au fond, sans même parler des auteurs, j'en parlerai un peu plus tard, écrire de la critique, c'est sans doute, à mon sens, faire exister, aussi infime que soit notre responsabilité, c'est faire exister une littérature. En ce sens que peut-être une littérature n'existe pas seulement parce qu'elle est produite, mais parce qu'elle produit de l'analyse ou de la lecture.
et parce qu'il n'existe de littérature qu'en tant que. Et dans cette insistance que pointait Jean-Yves Masson ce matin de la poésie dans notre champ actuel, s'il est clandestin, il n'empêche qu'il y a un travail de lecture, et que ce travail de lecture est celui d'interprétation, de commencement d'interprétation, de lancement d'un débat qui montre que son interprétation n'étant pas finie, le texte lui-même mérite une autre lecture ou invite à une autre lecture, qui fait exister finalement le champ poétique. Donc je me sens à la fois une irresponsabilité absolue du point de vue économique, qui est le gage de la liberté, mais une responsabilité relative, car parmi d'autres, bien entendu, mais avec tant d'autres, c'est même clandestine le discours que nous tenons sur le fait que ces livres existent, la lecture insistante pour laquelle nous initions ou nous commençons quelque chose, qui fait que la poésie existe, je crois. Parce que je crois qu'il n'y a de littérature, pas parce qu'il y a des textes, mais parce qu'il y a des textes sur lesquels nous pouvons discuter, ou qui invitent à une discussion, ou sur lesquels nous produisons un texte qui est tout à la fois éclaircissant et opacifiant, mais qui participe donc de la construction même de cette littérarité du texte. Et donc je crois que si nous écrivons de la critique, parce qu'après tout, très honnêtement, écrire à ce rythme-là n'est pas toujours, je le dis franchement, je m'en suis expliqué d'ailleurs avec le directeur de la revue, n'est pas toujours un plaisir. C'est la seule écriture de commande que je connaisse. À cause de sa régularité, il arrive que je doive me mettre à ma table en me disant « il faut que tu pondes 16 000 signes, alors tu choisis quoi, tu vas travailler sur quoi ?» C'est donc une commande avec le côté un peu du devoir scolaire que ça peut avoir. Mais si on s'y applique cependant, c'est sans doute parce qu'on a conscience qu'on participe ainsi de cette communauté des lectures à partir duquel un texte existe en littérature ou même s'institue en littérature. Et il y a quelque chose d'une institutionnalisation dont j'ai bien conscience que je ne suis certainement pas le seul porteur ni le seul garant, mais qui est décisive dans la survie d'une certaine façon, d'une certaine littérature. Et il y a aussi, c'est indéniable, il faut le dire, dans la quasi-clandestinité de la poésie aujourd'hui, un rapport qui a été parfaitement élucidé ce matin, et je ne ferai que filer la métaphore, où il semble régulièrement à des auteurs qu'une main, même maladroite, même se trompant, a saisi la leur. Et il est évident que je reçois un nombre, et je ne le dis pas du tout pour m'en vanter, mais plutôt pour dire à quel point c'est important aussi pour les créateurs d'entendre que des gens leur lisent, puisque très souvent, je reçois des lettres quand il s'agit de créateurs contemporains, d'amis, qui viennent discuter et qui viennent relancer la discussion sur leur propre œuvre, et dont on sent bien qu'il est nécessaire de temps en temps quand même que la main tendue soit saisie. Et le critique sert aussi à cela. Si donc je vois l'intérêt et l'utilité de cette écriture pour autrui, je me suis quand même posé la question de savoir ce que je faisais moi. Et c'est là où peut-être cette expérience à essayer de la penser conduit à penser ce qu'est la lecture et ce qu'est la lecture insistante. Une chose est sûre, ce que m'apprend le fait de recevoir beaucoup de livres de poésie, d'essayer de m'orienter rapidement en eux et de choisir celui, parce que je n'aime pas beaucoup, celui ou ceux. Je ne dépasse jamais deux recueils pour 16 000 signes et je préfère vraiment consacrer à une œuvre. Je n'aime pas tellement ce qui est au fond, là encore, ce qui a été dénoncé ce matin, c'est-à-dire une sorte de ramasse-miettes qui, par mauvaise conscience, cite d'abondance des titres et fait un catalogue à la place d'une étude. Et je veux avoir le temps de l'étude, et donc 16 000 signes pour essayer de dialoguer avec un livre, ce n'est pas de trop, loin de là. Ce qui me frappe, c'est à quel point, au fond, l'acte de critique tel que je suis conduit à le pratiquer est véritablement un acte qui interroge la lecture. D'abord parce que si j'ai pu rendre compte d'ouvrages, évidemment, ou d'auteurs ou de collègues que je connaissais bien, c'est pourquoi j'ai pu rendre compte de Philippe Jacotet, d'Yves Bonnefoy, de Lionel Reyde, de Michel Deguy, de bien d'autres, il est vrai que le plus électrique pour moi, c'est lorsque arrive un livre que je ne connais absolument pas, dont je ne sais rien, qui pour une raison ou une autre m'a retenu, et m'a retenu dans un regard d'abord superficiel, et qui mérite qu'on y insiste, pour reprendre la formulation. Et qui mérite qu'on y insiste en se risquant à une lecture, parce qu'au fond, j'essaye d'accumuler évidemment quelques connaissances contextuelles, d'afférences, etc., etc. Je lis évidemment tous les appareils critiques qui me sont donnés, mais quand les gens sont absolument méconnus de moi, il y a quelque chose tout de même
d'une aventure de lecture, et d'une aventure de lecture qui a en plus cette exigence toute particulière de devoir se mettre en mots. Et donc ce que je pratique de plus en plus grâce à cet exercice, c'est une autre modalité de la lecture de la poésie qui vient compléter toutes les autres. Quand je dis toutes les autres, c'est parce que lire de la poésie, pour moi, c'est évidemment lire avec tout ce qui a été déployé ce matin, d'une tentative de compréhension, du blanc, de la respiration, de la voix. C'est très souvent pour moi, je l'avoue, lorsque le texte me retient vraiment, la nécessité absolue de le dire à voix haute, dans une sorte d'ailleurs d'oralisation qui n'est pas celle d'une lecture telle qu'on la ferait en public, qui est vraiment une lecture tournée vers soi, plutôt pour une appropriation et une incorporation du texte. Et si j'osais rentrer jusqu'au bout dans la confidence, mais j'ai dit que ce serait une parole personnelle, bien des textes, je les lis dans mon jardin, quand je suis en province, le soir plutôt, pour être à peu près discret, en compagnie du chat, et je les lis en les marmonnant, à tel point qu'un soir où je pensais être vraiment seul, j'ai bien vu que mon voisin, inquiet devant cette sorte de cérémonie, ne comprenant pas ce que je disais, était absolument convaincu que je récitais je ne sais quelle sourate et que j'étais en voie de radicalisation. Je l'ai un peu rassuré en lui disant que je lisais du Claudel, mais comme il n'était pas non plus très lettré, il ne voyait pas pourquoi. Ce n'était en tout cas pas la radicalité à laquelle il pensait. Et honnêtement, derrière l'anecdote cocasse, j'avais un peu le sentiment de m'être livré, enfin, comme si on m'avait pris tout nu. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu trop intime dans cette manière de s'approprier le texte, qui n'était d'ailleurs pas audible, hein, je crois. C'était vraiment le mâchonnement pour l'entendre moi-même, enfin, pour vraiment l'incorporer plus que l'entendre d'ailleurs. C'est moins d'oreille là, que de mâchoire que je m'approprie le texte. Et j'avais un peu l'impression que c'était quand même une pratique un peu solitaire, un peu coupable, et pour laquelle on m'aurait pris sur le fait. Bon. Mais toutes ces modalités de lecture sont autant de capacités de s'approprier un texte. C'est autre chose quand même quand votre lecture vous-même, vous devez vous l'expliquer avec des mots écrits. Parce que là, il ne s'agit plus seulement de s'incorporer ou d'avoir des intuitions ou d'avoir des préférences. Il y a ce fil à plomb qui est de devoir expliquer et s'expliquer à soi-même sa propre lecture. Et cette dialectique entre la lecture et l'écriture, cette exigence supplémentaire ou cette insistance supplémentaire qui est de mettre en mots sa propre lecture et d'essayer de s'en expliquer, qui tient moins compte au départ du destinataire. Après, il y a des régulations en se disant mais qu'est-ce que le lecteur va comprendre de ce que j'essaie de dire. Mais c'est d'abord cet exercice-là qui me semble être un degré tout particulier d'appropriation et de compréhension, parfois maladroite, parfois malhabile, ou en tout cas de dialogue avec le texte, qui m'apparaît véritablement, hein, même si je maudis très régulièrement le rédacteur en chef d'Europe de m'avoir confié cela, et derrière lui, et avec lui Charles Dobzhansky, hein, dont j'ai hérité très précisément, c'est lui qui m'a dit « il faut que tu viennes m'aider » parce qu'il devenait un peu trop âgé pour avoir ce rythme-là, et donc nous avons tenu cette chronique à deux pendant un certain temps, et puis lors de sa mort, il a été décidé, je la reprendrai entièrement. S'il m'arrive régulièrement de les maudire, je crois, et peut-être en faites-vous l'expérience, que c'est une chance extraordinaire pour la lecture de s'imposer, de rendre compte d'elle-même, de s'éprouver elle-même sur la pierre de touche qu'est la mise en mots, et pas une mise en mots évocatoire, aléatoire, orale, mais une mise en mots écrite, c'est-à-dire qui doit tenir et qui doit tenir une pertinence. Je trouve que c'est une chance extraordinaire. En gros, je suis venu vous dire que l'écriture critique non seulement fait exister la poésie en tant qu'elle dialogue, mais oblige tout un chacun, ou en tout cas moi-même, à s'expliquer soi-même sur sa propre lecture, en essayant évidemment de servir le texte, mais en essayant aussi de démêler ce qui se produit dans le texte. Et c'est peut-être là la chose la plus importante pour moi, qui est que je crois que ce type de critique n'a au fond pas grand-chose à voir avec le compte-rendu, le faire savoir que ça existe, ni même au fond, en tout cas pas immédiatement, avec ce qui est le geste important quand même dans les classements et ce genre de choses, c'est-à-dire le geste évaluatif. Il me semble que ce qui se joue entre un mot et son dérivé. Je n'écris de la critique que s'il y a quelque chose qui a été éprouvé. Et je dirais volontiers,
avec une certaine forme de solennité dont j'essaierai de m'expliquer plus tard, que lorsque je parcours ces livres, il y a des endroits où il y a de la poésie, où c'est là. Et c'est là, non pas en fonction de je ne sais quel critère, théorie, ce genre de choses, mais en fonction d'une certaine forme d'expérience. Alors on peut la métaphoriser, il m'arrive de parler d'une sorte de trait de foudre, de circulation, de frisson, d'ébranlement. Il y a visiblement quelque chose qui se produit entre ce que je viens de lire sur une page, sur un poème, parfois sur un vers, et puis une expérience fondamentale qui n'est pas sans rapport, j'y reviendrai, avec ce qui se passe dans la vie lorsque on est arrêté par un événement, par sa beauté, par sa profondeur, parce que d'un seul coup, il se passe quelque chose. Voilà. Quand il se passe quelque chose dans un texte, et que cette manière de se passer trace une sorte de cicatrice dans l'esprit, résiste là aussi au passage, et qu'on se dit ça c'est intéressant, je veux savoir ce qui se passe là-dedans, j'ai l'impression de vivre finalement dans le texte la même chose que ce qui me conduit à écrire des poèmes, c'est-à-dire quand je suis devant un paysage ou devant un visage ou devant une situation et que je suis soudain arrêté parce qu'il y a tout à la fois, et je crois que c'est l'expérience même de ce que j'appellerais pour moi poésie, puisqu'on peut s'y risquer, c'est-à-dire quelque chose qui tout à la fois est pleinement présent, mais dont la plénitude de présence est telle que c'est surprenant, il y a une intensité de présence et de vie plus grande qu'ailleurs, mais en même temps que c'est pleinement là, c'est tellement là que c'est comme ourler d'une profondeur qui demeure à interpréter ou qui est mystérieuse. C'est à la fois complètement déployé, mais ce total déploiement justement à son revers, ou en tout cas à son couloir d'aspiration, en se disant mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ce soit à ce point si plein? Et j'ai vraiment l'impression d'une concomitance complète entre ce qui me conduit à écrire un poème, alors c'est dans ma vie et ça devient un poème, c'est dans un texte et ça devient une critique, mais j'ai l'impression que c'est exactement le même geste. Évidemment à l'envers. Dans un cas, c'est de la présence qui attend de la mise en mots, parce qu'il y a de la vie qui attend que je l'élucide par du langage. Dans l'autre cas, il y a de la vie dans les mots d'autrui, dont je voudrais comprendre comment ça se fait que c'est passé comme ça, et dont j'ai besoin d'essayer de le comprendre. Et donc il y a finalement, entre deux attitudes radicalement différentes, qui partent de deux supports radicalement différents, mon expérience de corps dans le monde, d'un côté, et mon regard de lecteur devant un texte de l'autre, il y a une sorte de réversibilité absolue pour moi, qui fait que je ne suis plus sûr de complètement démêler. Je vois bien que ce ne sont pas les mêmes types d'écriture, mais en tout cas, c'est bien la même chose qui se joue, c'est-à-dire qu'au fond, la poésie appelle une mise en mots. Qu'il s'agisse de la poésie telle que quelqu'un a su l'inscrire dans son texte, ou qu'il s'agisse de la poésie telle qu'elle déferle sur moi dans mon existence et telle que je me sens redevable de devoir essayer moi-même une laborieuse mise en mots. Et donc il y a une très très grande contamination, et c'est par là que se jouent les choses. Mais une fois qu'on a cette idée qu'il s'agisse de mettre à l'épreuve ce que j'ai éprouvé, qui serait peut-être la manière de définir la critique telle que j'essaie de la pratiquer, qui serait la critique de poésie, j'éprouve quelque chose comme la présence indéniable à mes yeux, indéniable, irréfutable de la poésie, mais je veux essayer de savoir pourquoi, comment, et d'une certaine façon, je le mets aussi à l'épreuve. Parce qu'en effet, l'argument par l'émotion est un argument parfaitement légitime et que je revendique, mais on sait aussi combien les émotions peuvent être frauduleuses, erronées, faites de projections de notre part. Écrire sur cette rencontre, c'est essayer de comprendre comment l'autre a fait, et c'est souvent un exercice. Il y a un très beau titre de Cioran qui me revient souvent en mémoire, je n'apprécie pas toujours Cioran, mais ce titre, je lui ai toujours jalousé, « Exercice d'admiration ». Et le fait d'exercer son admiration, exercice évidemment avec tout le côté scolaire, mais aussi avec le fait d'exercer, exercer l'admiration, je pense que c'est peut-être l'un des manières de pratiquer la critique. Il s'agit d'avoir de l'admiration, mais il s'agit aussi de l'exercer pour essayer de comprendre, là encore, par un protocole de vérification, de retour sur le texte, d'insistance sur le texte, ce pourquoi on a été ému. C'est aussi un parcours en soi. Je voudrais en donner simplement quelques exemples de rencontres. Peut-être l'un des plus beaux, sur un poète dont j'ignorais tout, dont je vous recommande là aussi vivement la lecture. J'ai reçu il y a quelques mois un livre qui s'appelle Heures rapiécées, qui est
une assez volumineuse anthologie aux éditions de l'Éclat d'un poète yiddish qui s'appelle Avron Sutzkever, et qui est un poète dont on a rassemblé la totalité de l'œuvre poétique. Et dans ce poète yiddish, traduit en français aux éditions de l'Éclat, dont j'ignorais absolument tout avant de le lire, je lis au passage quelques textes qui sont en plus des textes en traduction. Il faudra sans doute qu'on en vienne aussi à cette question. Et qui donc, bien entendu, n'offrent pas exactement la même fruition ou la même coloration que des textes dans une langue qui me serait inaccessible. Mais que cela me permette de dire combien, ce qui me frappe, c'est que parmi les vitalités de la poésie, l'atelier de traduction en France aujourd'hui est exceptionnel, clandestin lui aussi, mais exceptionnel. Énormément de poésie se traduit, beaucoup plus qu'auparavant, dans des petites maisons d'édition courageuses. Beaucoup d'éditions, vous le savez, sont en bilingue, ce qui est toujours intéressant, même quand on ne connaît rien à la langue, c'est intéressant d'en voir au moins la disposition. Et puis parfois, il y a des langues qu'on connaît. Beaucoup de choses sont traduites, et j'ai l'impression que beaucoup, là encore souterrainement, beaucoup de la création contemporaine doit à cette ouverture et doit à ce travail fait souvent par des poètes admirables qui n'est pas sans incidence non plus sur la langue française elle-même. En tant que langue d'accueil, elle se modifie aussi. J'essaierai d'y revenir d'ailleurs sur ma propre création. Et je tombe sur un épisode. Si je rendais compte complètement de la rencontre, je ne vous dirai pas les éléments contextuels que je n'ai trouvés qu'après, mais je vais vous les donner pour des raisons pédagogiques. Donc, pour ce grand poète, Sutzkever, il y a un début de vie très très difficile. Il était dans le ghetto de Vilnius. C'est quelqu'un qui s'en est échappé, jeune homme. Il a réussi à fuir le ghetto de Vilnius pour aller dans la forêt et s'engager parmi les partisans et les maquisards. Et il a survécu au fond grâce au fait qu'il a fui ce ghetto et qu'il est devenu partisan, qu'il a participé de la libération de son pays avant de finir sa vie en Israël. Et évidemment, ces œuvres rapiécées sont directement liées, cette poésie est directement liée à la fois à l'atrocité du siècle qu'il a survécu, mais en même temps à la capacité qu'il a à reconstruire de la vie, et une vie pleine et entière. Et il y a un poème, que je ne vous lirai pas parce qu'il est en traduction, qui renvoie très précisément, je peux vous en donner la date, l'événement s'est passé le 12 septembre 1943, c'est le moment où il fuit le ghetto de Vilnius, mais fuyant le ghetto de Vilnius, il est repéré, on lui tire dessus, il court très vite et pour se réfugier devant les fusils, enfin devant la fusillade, il se jette dans un trou et ce trou est un trou où il y a de l'eau et de la chaux, donc c'est plein d'eau très blanchâtre. Et lorsqu'il tombe dans ce trou, il découvre seulement quand il tombe dans ce trou à l'effloraison du rouge dans le lait de chaux qu'il a été blessé. Et il raconte, cette chose qui continue de me bouleverser, qu'alors même qu'il était dans la frénésie de cette fusillade, de cette menace, c'est l'éblouissement de ce rouge dans le blanc qui l'a conduit, non pas à se dire « je suis blessé où je suis », mais d'abord, dans l'émerveillement de ces couleurs, à commencer avec le doigt, à tracer de son propre sang quelques effets de rouge dans le blanc. La lecture de ce poème me bouleverse absolument, mais me bouleverse à un point considérable. Ce que j'appelle faire de la critique à ce moment-là, ou essayer d'écrire de la critique, c'est m'expliquer à moi-même ma propre émotion en essayant d'y démêler ce qui en est de ma propre fantasmatique, de mon imaginaire, de ce qui serait peut-être du pathétique, de ce qui serait peut-être de la complaisance de ma part, de ce qu'il y a de rayonnement de mon imaginaire. Et je ne vous cache pas que, peut-être par une sorte de surcroît de conscience, je suis passé par toutes les procédures. Et le fait de l'écrire passe par toutes les procédures. D'abord, j'y ai reconnu une image fascinante pour tous les esprits, depuis au moins le Moyen-Âge pour ce qui nous concerne, le sang, la neige. Le sang dans la neige est une figure fondamentale des contes, du folklore, du roman médiéval, et on peut penser qu'il a été tiré jusqu'à Jean Giono. Dans Un roi sans divertissement, c'était également cette image. Cette image a sans doute une profondeur et une force. Est-ce que c'était simplement cette nouvelle exploitation de cette image ? Dans quelle mesure mon admiration était liée à peut-être aussi des propres fantasmes personnels ? Je me suis même
et ça paraît à la fois démesuré, mais c'est pour vous dire jusqu'où il faut aller peut-être en exigence vis-à-vis, en déshabillage de soi, là encore, lorsqu'on essaie de rendre compte d'une critique de l'émotion pour ne pas rendre compte seulement de soi, mais bien du texte. Je me suis demandé si ça ne croisait pas quelque chose de très profond en moi, enfin, ce que je prêtais à cette anecdote. Je me suis aussi demandé dans quelle mesure ce n'est pas la circonstance fondamentale que j'ai fini par identifier qui amplifie évidemment le possible pathétique d'une telle scène. Bon. Mais une fois qu'on a posé tous ces jalons, tous ces garde-barrières qui ne sont peut-être liés qu'à un esprit malade qui ne veut pas se laisser aller trop vite à son émotion alors qu'il l'a ressentie, chaque fois c'était balayé. Oui, c'est bien une image très ancienne, mais quelle réactualisation? Oui, il y a probablement de ma part quelque chose comme une admiration d'autant plus grande que le contexte historique est là, mais le poème ne la met pas en scène, cette circonstance. Aucun chantage, c'est ça qui est très beau aussi évidemment dans la poésie de ce survivant, jamais le moindre chantage pathétique. Et au contraire, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce moment d'arrêt historique, où alors même qu'il est encore pourchassé, il prend le temps de la contemplation, me paraît comme un acte de résistance encore plus beau que ou au moins aussi beau que l'acte de résistance qu'il fera quelques secondes plus tard quand il aura rejoint les partisans et on le soignera et qu'il prendra un fusil. Comme si toute beauté faisait résistance ou échappait à l'atrocité de sa condition historique, parce qu'il y a quelque chose d'éblouissant à faire des soleils avec son sang quand on en est privé. Il ne lui restait plus que le corps, mais sa propre douleur était en fait une réponse chromatique et colorée à l'atrocité de l'histoire. Ce poème est admirable, admirable. Et m'en expliquer, c'était essayer de voir, alors après j'ai essayé de regarder comment il était mis en place évidemment, mais essayer de voir ce qui légitime que cette rencontre ne soit pas une rencontre où je prête un peu trop de moi, et où je suis véritablement en état de réception, où je ne fais pas semblant d'inventer l'admiration, où l'admiration est pleine et entière, où je me désencombre peut-être aussi de ce qui, dans ma propre fantasmatique, recouvrirait la vérité de cette image. Et j'ai eu l'impression, à l'issue de mon explication avec cela, d'être encore plus en mesure d'entendre ce texte, comme s'il y avait déjà une première perception, mais une perception un peu mélangée avec ce que je suis, pour essayer de m'éplucher moi-même au fil de l'écriture, pour laisser pleine et entière la place à la puissance de ce poème, en essayant de comprendre aussi comment, par le biais des vers, comment le montage, etc., donne tout son resplendissement à cette sorte de soleil de sang dans la nuit de l'histoire. Voilà un travail, à mon avis, d'explicitation du poétique, et vous voyez bien qu'il s'agit bien de rendre compte d'une lecture, c'est-à-dire tout à la fois ça foudroie, pourquoi ça foudroie, comment ça foudroie, et est-ce que je suis capable, moi, de me retirer progressivement de ce que j'ai prêté pour laisser toute la place pleine et entière et mieux accueillir encore. C'est-à-dire que j'ai entendu le texte, pour reprendre une formulation de ce matin, il s'agissait d'être en mesure de l'écouter et de l'écouter pleinement. Et peut-être de se débarrasser par l'écriture de ce qui, en moi, certes rencontrait, mais risquait de recouvrir le texte pour lui laisser véritablement l'horizon de sa propre émotion, et de telle sorte que l'émotion soit pleine et entière celle du texte et non pas celle que je contamine du texte dans une lecture peut-être subjective. Voilà un exemple donc, de ce que je crois être la critique de poésie. Vous voyez, on est assez loin du Monsieur Machin a produit un poème, c'est merveilleux, c'est chez Gallimard, il faut absolument le lire, point. Ou bien de l'avis d'apparaître, ou bien c'est très grand parce que c'est lyrique, ou c'est très grand parce que ce n'est pas lyrique. On n'est pas tellement dans l'appréciation au sens... On est dans l'élucidation du texte poétique par le biais d'une lecture qui essaie de s'expliquer à elle-même à la fois comment elle est émue et pourquoi elle l'est. Un deuxième exemple peut-être pourrait être donné, et là encore c'est une rencontre très, très récente, je prends des exemples récents plus que de plus anciens. Je ne sais pas si vous avez vu paraître récemment, aussi aux éditions de l'Éclat, et je ne suis vraiment pas subventionné, c'est le plus grand hasard. On vient de publier, sous le titre « Une amitié poétique », un volume un peu double entre Biagio Marine et Pasolini. Je trouve ce texte une réussite éditoriale admirable parce qu'on
pouvait craindre que dans l'année Pasolini, le fait de faire appel à Pasolini soit un peu un argument de vente pour essayer de faire passer Biagio Marin, dont j'ignorais absolument tout et dont je suppose que vous, à moins que quelqu'un d'entre vous soit un spécialiste de la littérature en langue grésant, c'est-à-dire de la presqu'île de Grado, qui elle-même est un peu coincée entre Trieste et Venise et qui doit avoir une surface à peu près grande comme la moitié de la Grâce. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de connaisseurs de Biagio Marin parmi vous, et en tout cas, je n'en étais pas un. Eh bien, derrière, ce qui est évident, c'est que les éditions de l'Éclat ont tenu à rendre compte de l'amitié de Pasolini pour Biagio Marin, parce qu'il y avait quand même une nécessité aussi de faire figurer Pasolini là-dedans. Il y a une vérité qui est que Biagio Marin est un poète très, très admiré par Pasolini, qui a fait une anthologie. On sait l'intérêt de Pasolini pour la poésie en langue dialectale. Il a lui-même écrit en langue du Frioul. Il a trouvé donc cette langue de Grado. Il a sorti Biagio Marin, qui était le poète le plus clandestin. Il était bibliothécaire à Grado. Il n'en était jamais sorti. Il ne s'intéressait ni à l'histoire ni à rien. C'est un poète purement contemplatif. Et Pasolini le fait exister sur la scène en disant « je fais une anthologie tellement je trouve ça beau ». Et puis, il y a une réplique, et c'est pour ça que le livre est splendidement fait et très beau. Il y a une réplique, c'est que Biagio Marin, qui est 30 ans l'aîné de Pasolini, va survivre de beaucoup à son frère cadet, qui est devenu une sorte de père en littérature, puisque c'est Pasolini qui l'a fait connaître. Et à la mort de Pasolini, pour la seule fois de sa vie, Biagio Marin ne fait pas seulement une poésie du paysage terraqué de son île, il fait un hommage funèbre à Pasolini, qui m'a... Là encore, je n'ai pas d'autre mot, crucifié. Quand je l'ai lu, ce chant de deuil est d'une telle netteté, d'une telle pureté. Là encore, ça ne baffe pas d'émotions fausses, alors que c'est très difficile à dire, le chagrin et la mort, bien sûr. Mais c'est un traîne absolument admirable, admirable en français, grâce à la traduction. Le grésant, quand on est un peu italianisant et un peu hispanophone comme je le suis, on le comprend assez bien. Donc je me suis empressé d'aller le marmonner dans mon jardin pour en entendre les sonorités. J'ai eu le sentiment d'entendre vraiment, sans aucune ostentation, là encore, avec une rigueur absolue, d'entendre ce que le titre dit, hein, quelque chose du craquement d'un corps fracassé à travers les sonorités de Biagio Marin, et quelque chose de l'horreur de la mise à mort de Pasolini, et en même temps de son retentissement intérieur chez Biagio Marin, simplement par la disposition et les sonorités. Là encore, il y a la poésie est là, voilà. Et c'est d'abord l'évidence de cette présence qui m'intéresse, et après j'ai essayé de rendre compte de ce pourquoi et de ce comment il faisait, et je crois avoir trouvé quelques trucs, entendons-nous, quelques entrées. J'ai compris qu'il y avait une certaine neutralisation du ton qui permettait qu'il y ait des effets sonores. Si les effets sonores étaient portés en plus par une voix qui elle-même disait sa douleur, alors ce serait trop. Mais il a tenu à distance sa voix, comme savent le faire les grands poètes. Il s'est retiré de sa propre douleur pour que la douleur soit tout entière portée par son langage et non pas par son affect. Il a donné à la langue sa douleur. Voilà. Et je crois que c'est ça, au fond, fondamentalement, ce que j'appelle la poésie, c'est-à-dire cette capacité à incarner, mais à incarner par un exercice singulier d'effacement du moi subjectif pas intéressant pour qu'il ne soit plus qu'une chambre d'enregistrement qui permette à la langue tout entière de faire passer l'émotion qui est la sienne. Que l'émotion soit bien une émotion personnelle, mais que la personne elle-même soit suffisamment à distance pour qu'on ne soit pas devant un chantage sentimental, mais devant une inscription de ce qui nous bouleverse et de ce qui nous émeut. Voilà ce que je cherche, au fond, quand j'écris de la critique, et j'ai l'impression que ce serait peut-être la dernière chose à souligner avec vous avant d'en venir à cette question de la traduction, qui quand même est insistante dans mes exemples. Ce qui m'a frappé au bout d'un certain temps, c'est à quel point, non seulement il y a donc une proximité ou une symétrie dans la critique de poète, puisque je ne peux pas ignorer le fait que quand j'écris de la critique, j'écris sans doute de la critique en poète, mais qu'en même temps, je crois vraiment que le poète que j'essaye d'être tire un bénéfice considérable de ces exercices.
là encore, sous forme de témoignage. Hein. Je ne vais pas prétendre devant vous, regardez comme j'ai progressé depuis 12 ans que je fais de la critique, et regardez comme je suis devenu un grand poète. Ce n'est pas ce que j'essaie de vous dire, même si, au fond, il y a peut-être un peu de ça. Mais singulièrement, je rassemble mes chroniques, elles sont publiées, et je me rends compte que le format même de mes textes, qui d'ordinaire sont des textes plutôt sous des formes d'une assez longue coulée de versets ou une certaine surabondance de paroles qui m'est assez naturelle, essaye de trouver sa voie et son chemin sur la page, je vois des textes de plus en plus courts, un format qui n'était pas le mien. Je vois apparaître des saisissements sous d'autres formes que celles auxquelles j'étais habitué. Et je crois avoir compris que je n'aurais pas écrit mon dernier livre séculaire sous cette double forme des versets qui me sont habituels et puis de textes beaucoup plus courts, si je n'avais pas lu, par exemple, aussi une très belle édition dont j'ai rendu compte, qui sont les poètes au camp de Macronissos, qui est l'édition qui a rendu compte des poètes grecs emprisonnés de 47 à 51 dans les camps qui ont suivi la guerre civile ou qui ont accompagné la guerre civile. Parmi ces poètes, il y a bien sûr Ritsos, que je connaissais bien, hein, et qui est encore dans une forme de poésie combative et d'un lyrisme assez abondant. Et il y a toute une série de poètes qui, par la circonstance, par le peu de place qu'ils avaient pour écrire, par la nécessité de faire circuler les textes, m'ont appris que la brièveté pouvait être aussi un format critique, en tant qu'elle emprisonne d'un seul coup un instant autrement que mon déroulé ne le fait. Et donc je crois vraiment que j'ai appris, par exemple, à oser m'aventurer dans des formats beaucoup plus brefs que les miens, à l'occasion de ces échanges. Je suis en train de vous dire une banalité, hein. Sans doute qu'on écrit aussi qu'avec la totalité des textes qu'on a lus, et sans doute qu'on ne parvient à écrire de la poésie qu'à la condition de lire la totalité de la poésie. Sans doute aussi est-on souvent en dépendance des textes qu'on ignore. Je veux dire par là que pour pouvoir maîtriser son instrument, il faut sans doute connaître le plus possible de poésie et être capable de voir qu'il y a de la poésie même dans les formes qui ne nous correspondent pas, pour peut-être essayer de s'aventurer en essayant de voir comment on peut faire poésie avec quelque chose qui n'est pas votre pas naturel. Autrement dit, ils m'ont appris des pas de danse, je crois, ils m'ont encouragé à aller chercher des pas de danse qui ne me sont pas naturels, et je crois qu'au fond, une œuvre poétique ne devient vraiment intéressante aussi que si elle évite de se répéter, si elle accepte de sortir de sa zone de confort vocal, si j'ose dire. Ça, je sais faire. Bon. Le fait de pratiquer de la critique ou le fait de s'entrelire en poésie permet aussi je pense à une esthétique d'être vivante, en tant qu'il est nécessaire qu'elle soit aventureuse, il est nécessaire qu'elle aille chercher aux endroits où je ne l'attendais pas, si j'ose dire, ou que la langue aille là où je ne l'attendais absolument pas. Et donc, finalement, je crois que cette activité d'écriture critique, vous voyez, elle est indispensable à la poésie en tant qu'elle fait littérature, en tant qu'elle répond aux voix qui sont données, mais en tant qu'elle est aussi un atelier de création absolument définitif et sans lequel je crois que je ne serais plus en mesure de pouvoir faire autre chose que me redire. Et c'est évidemment le frottement dans les langues des autres qui vous libère. C'est évidemment la rencontre d'une poésie qui est indéniablement là, mais qu'on n'aurait pas su produire, qui vous invite à penser à la diversité avec laquelle vous pouvez vous-même ressaisir votre propre existence. Dans tous les cas, la manière de lire de la poésie que je pratique par force, mais dont je crois que je tire un bénéfice considérable, qui me conduit à être d'une profonde gratitude avec tout ce que je lis, c'est une manière qui essaye non pas seulement de présenter dans des contextes, non pas de faire de l'appréciation de ce qui irait ou ce qui n'irait pas, même pas d'essayer de dégager un art poétique, mais qui essaie de rendre compte de comment la poésie circule dans un texte et pourquoi.
Peut-être le dernier point sur lequel je souhaiterais insister, c'est sur ce que apprend sur le paysage poétique cette pratique d'écriture critique. Je suis frappé par le fait que, là encore, j'en fais l'expérience, et je ne fais que compléter ce qui a été très très bien dit ce matin, la notion de contemporain, puisque je suis un chroniqueur de poésie, la notion de contemporain pour moi est purement éditoriale. Je veux dire par là que lorsque j'ai réuni mes chroniques, je me suis rendu compte qu'il était question d'un poète qui a 20 ans, qui vient de publier, comme de Marie de France, de Jean Racine, de Jean Grosjean, d'Yves Bonnefoy, d'Alfred de Musset, de Shelley, d'Anna Akhmatova, de Cyrano de Bergerac, j'entends par là non pas la pièce, mais bien le vrai poète. C'est-à-dire que sont contemporains tous ceux qui sont lisibles par nous aujourd'hui. Marie de France est ma contemporaine, et en tout cas quand je la lis, son vers m'est contemporain et nourrit mon écriture contemporaine de son émotion d'il y a quelques siècles. Et donc tous ces débats sur qu'est-ce qui est le contemporain d'aujourd'hui me paraissent peu intéressants au regard de cette contemporanéité qu'est l'acte de lecture. Dès lors que je lis Théocrite, un poète antique, mais contemporain en tant que je le ressaisis dans mon actualité et que l'actualité de ce qu'il a à me donner comme lumière apparaît aujourd'hui. La deuxième chose, et ça c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que je crois que je connaissais assez bien par ma fréquentation, par mes lectures, la littérature, la poésie française d'aujourd'hui ou francophone d'aujourd'hui. Francophone, comme je connaissais aussi les poètes, suisses évidemment, mais même québécois, même haïtiens et même africains. Ce que je fais comme expérience, et qui est une expérience sur laquelle je ne suis pas sûr d'avoir des solutions, mais je vous avais dit que c'était thérapeutique, cette intervention, donc je vous donne mes questions. C'est que je suis frappé à quel point je suis nourri de poésie traduite. Je vous ai dit, là encore, ma dette devant l'extraordinaire capacité de traduction, d'autant plus admirable pour moi que je suis absolument incapable de traduire. Incapable, j'ai essayé, je n'y arrive pas, donc c'est une qualité que je n'ai pas, dont je pense qu'elle fait aussi de très grands poètes. Pensez à tous ces grands poètes qui, justement, ont éprouvé la langue comme cela. Mais je suis incapable pour ma part de traduire, et c'est quand même une question à poser aussi à la poésie. Je ne voudrais surtout pas dire, parce que je pense vraiment que l'un des enjeux de la poésie, c'est cette rencontre avec la fruition et la matérialité pleine et entière d'une langue, et donc je vois bien que ma manière de lire Paul Valéry ou Philippe Jacotet n'a rien à voir avec la manière que j'ai de lire, dans une traduction même remarquable, Biagio Marine ou Anna Akhmatova. Rien à voir sans doute. Pourtant, et c'est ça l'expérience que je fais et qui m'impressionne, grâce au traducteur, il y a quelque chose de poétique qui passe alors que l'instrument est tout à fait autre. Et donc ce n'est pas tout à fait la même considération de la poésie dans sa totalité, c'est-à-dire cette puissance et cette fruition d'une langue qui est complètement chère, mais dans cette chair peut-être moins volumineuse, dans cette silhouette peut-être, ou ce croquis, qui est sans doute le passage à la traduction, ou dans cette chair qui, chez les très grands traducteurs, fait réentendre quand même toute une sonorité mais autre, qui joue en fait le même air mais sur un autre instrument, peut-être que c'est ça qui se joue. Il y a bien du poétique, enfin les traductions sont poétiques. Et puisque nous parlions de Jacotet ce matin, ceux qui ne savent pas le grec et qui ont lu l'Odyssée dans la traduction de Philippe Jacotet, ou ceux qui, comme moi, lisent très mal l'allemand et ont lu Rilke et Hölderlin dans la traduction de Jacotet, ont, grâce à Jacotet, entendu de la poésie. Alors, cette poésie est-elle celle de Hölderlin ou de Rilke ou de Homère? Est-elle celle d'une reconstruction? D'une certaine façon, quelque chose de poétique est là. Et là encore, ça m'a sans doute appris quelque chose d'un peu compliqué à formuler, parce qu'il me semble que je suis plus que quiconque, enfin, au moins autant que quiconque, porté par la fruition du langage. Ce qui me conduit à écrire, à lire, c'est la sonorité, c'est la voix intérieure, c'est la mâcherie des mots, vous l'avez bien compris, et pour moi aussi. Et pourtant, lorsque cette mâcherie n'est pas là, lorsque cette chair verbale n'est pas là, puisqu'elle est
restitué d'une autre langue et que les jeux de sonorités ne peuvent pas être les mêmes et que les sonorités ne sont pas les mêmes, je ressens quand même cette émotion poétique qui montre que le texte est aussi fait de cadrage, de vision sur le monde, de cassure de la syntaxe, de montage. Je suis de plus en plus sensible, alors que ce n'était pas mon entrée naturelle dans la poésie, aux effets de montage. Et j'ai l'impression que beaucoup de choses d'une vision du monde ou d'une vision que le poète nous donne sur le monde est liée aussi à des manières de découper et de recomposer la réalité dans le montage. Par exemple, pour Anna Akhmatova, dont on dit qu'elle est une immense musicienne en russe, comme je ne sais pas le russe, ce que je vois surtout, c'est des effets de suspension, de lyrisme lancé et arrêté, de cassure, et puis aussi, je crois que je n'entends pas sa voix, mais je capte son œil. La manière qu'elle a de regarder le monde, je crois que je la comprends. Et je pense que c'est important de tenir à cela aussi, tout en disant bien qu'une poésie est absolument indéracinable, si j'ose dire, de sa langue. Il faut quand même dire, et je crois que c'est très utile aujourd'hui, que la poésie passe aussi, même lorsqu'elle est transposée d'une langue à l'autre. Il en va peut-être d'une universalité, il en va sans doute aussi d'une reconnaissance de la réalité de notre métier de créateur. Que serions-nous, poètes? Quels poètes serions-nous si nous n'avions pas lu Dante, si nous n'avions pas lu Shakespeare, si nous n'avions pas lu Anna Akhmatova ou Mayakovsky, si nous n'avions pas lu Haroun Kolaktar? Quels poètes serions-nous? Il y a donc bien dans la traduction, malgré l'enracinement ou malgré l'inscription profonde dans la chair d'une langue de la poésie, quelque chose d'une poésie partageable qui va même au-delà des langues. Et je crois que ce n'est pas indifférent aujourd'hui, tant esthétiquement que politiquement, de le mentionner. Je vous remercie.